Bonjour, qui es-tu? Peux-tu te présenter? Bonjour, donc je m'appelle Anna Saint-Pierre, je suis designer textile et matière de formation et je travaille depuis environ 5 ans sur la question de la transformation in situ des matériaux de démolition et d'excavation de chantier. Et c'est un projet que j'ai mené dans le cadre d'une thèse en collaboration avec l'agence d'architecture SCO et le laboratoire de recherche des Arts Déco. Tu as choisi d'effectuer un doctorat CIFRE tout en faisant partie d'un laboratoire. Pourquoi? Alors, quand on fait un doctorat, on est nécessairement rattaché à un laboratoire. En revanche, ce qui est plus particulier, c'est justement de faire partie d'une entreprise, et c'est ce que propose du coup le doctorat CIFRE. Et moi, pour moi, c'était hyper important effectivement de travailler avec des architectes et de pas mener mes recherches dans mon coin, notamment parce que j'avais aussi besoin d'avoir accès à des chantiers pour aller collecter des matériaux après pouvoir mener des expérimentations. Et puis surtout parce que je voulais faire vivre les procédés que j'avais commencé à mettre en place auprès d'architectes et surtout grandeur nature sur des projets. Ton projet de recherche s'empare de la question des déblais remblais qui deviendront des ressources naturelles à l'image du bois ou de la pierre. Peux-tu nous expliquer ta démarche? Alors, la démarche que j'ai développée donc, en tant que designer, c'est lorsque sur un projet architectural, certains matériaux sont destinés à être jetés, puisque jugés obsolètes, je propose d'en réintroduire certains sur place sous une autre forme, en les adaptant au projet, au nouveau projet, au nouveau programme. Et la matière qui est prélevée pendant le chantier va être introduite dans des nouveaux matériaux, et par leur couleur, leur texture, leur poids, leur densité, ces matériaux feront référence du coup au bâti qui est en passe de disparaître ou qui a disparu, et surtout à sa mutation. Donc il y a aussi une réelle volonté d'utiliser le recyclage et le réemploi pour participer à l'histoire, à la mémoire d'un projet. Et c'est aussi ce que permet le fait de collaborer directement avec des architectes, parce qu'effectivement, ça permet d'avoir accès à tout un tas d'informations sur la première vie de ces matériaux, notamment savoir quelle était leur place dans le bâtiment, à quoi ils pouvaient servir, quelle a pu être du coup leur histoire, et de pouvoir ensuite le valoriser dans le nouveau projet. Peux-tu nous présenter Granito, le matériau que tu as produit? Quelles pourraient être les variantes de ce projet? Alors, donc, Granito, en fait, c'est un projet qui est peut-être celui qui est aujourd'hui le plus abouti, parce que le plus simple à mettre en place, en fait, sur un chantier. Et c'est un procédé qu'on a développé, du coup, avec SCO, dans le cadre d'un projet de l'agence, qui était donc la réhabilitation assez lourde d'un immeuble de bureau situé à Issy-les-Moulineaux. Et donc, on a réfléchi à toute une diversité de matériaux allant de l'opus au granito. Et en fait, le granito et l'opus, c'est des matériaux qui existent en architecture depuis très très longtemps, et qui à l'origine justement étaient dans cette économie du geste où on allait effectivement chercher les matériaux qui étaient des déchets de carrière par exemple, les mélanger avec des déchets de démolition, et on composait avec ça des sols extrêmement beaux. Et c'est un matériau qui a connu un peu je parle uniquement du granito et du terrazzo. Ces matériaux qui ont connu un revival dans les années 70, mais qui étaient utilisés en préfabriqué. Et puis là, récemment, depuis 5 ans à peu près, c'est un matériau qui a beaucoup de succès, qui a été en tout cas assez tendance, mais qui a été complètement vidé de cette économie de matière. Et donc là, c'est ce qu'on a cherché à remettre en place. Comment et pourquoi l'architecte doit-il s'emparer des questions du patrimoine? Disons que moi je pense que c'est un sujet qui traverse à peu près tous les courants de l'architecture et même tous les courants de l'histoire de l'art. Il y a toujours une manière de se positionner dans le présent par rapport au passé, que ce soit les modernistes avec la tabula rasa, où justement on décide de s'extraire du passé, qu'on soit dans une démarche plus classique où on va être dans une conservation ou une restauration d'éléments qu'on juge historiques. Et je pense que
que la manière, moi, qui me semble être la plus contemporaine et liée à des problématiques contemporaines, ce serait effectivement d'utiliser les matériaux qui sont présents sur site comme vecteur de mémoire et vecteur d'histoire. Et c'est des sujets qui entrent en résonance aussi avec la question de l'anthropocène, du tout anthropique et peut-être du coup de ce qu'on pourrait, enfin de ce que certains appellent le tout patrimoine, où on pourrait se dire que finalement aujourd'hui on pourrait effectivement penser que les valeurs qu'on associe au patrimoine ou aux monuments historiques sont finalement présentes dans tous les artefacts et qu'on pourrait du coup valoriser aussi les déchets qui en plus représentent un héritage pour les futures générations qui est extrêmement préoccupant. Et du coup, on pourrait considérer que le patrimoine prenne aussi en charge ce type d'éléments. Comment améliorer la réutilisation des matériaux dans le système de construction contemporain et quels sont les freins qui peuvent limiter ce réemploi des matériaux? Disons qu'il y a plusieurs sujets. Je pense que si on parle purement de réemploi, c'est-à-dire quand on va conserver l'intégrité formelle d'un matériau, parce qu'on va non pas passer par une démolition, mais par une déconstruction, voire un démantèlement, on va effectivement tendre à aller vers un réemploi même usage. Donc par exemple, on va démanteler un faux plafond et on va pouvoir l'utiliser ailleurs, etc. Après, ça nécessite aussi de réfléchir de manière plus générale à des matériaux qui puissent être démantelables et déconstructibles, parce qu'aujourd'hui c'est pas le cas. Enfin, on a développé un langage architectural qui est extrêmement difficile à démanteler, à séparer. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des choses qui sont assez récentes et qui pourraient être datées à la grande reconstruction, enfin à la période de la grande reconstruction. On a commencé à utiliser beaucoup de béton, de ciment, de béton armé du coup, et de toute une flopée de colle et de silicone par exemple qui vont venir amalgamer les matériaux entre eux et qui vont rendre très difficile du coup le démantèlement. Et ça, c'est des sujets de recherche qui existent aujourd'hui et qui par exemple, si on devait citer, je pense quelques agences ou collectifs qui travaillent là-dessus, il y a Bellastock, il y a Rotor, il y a Encore Heureux. J'ai côtoyé beaucoup de personnes qui venaient de professions différentes, que ce soit dans le milieu de l'architecture, mais aussi de la recherche, et qui étaient forcément très impliquées dans ces questions-là, mais qui traitaient pas forcément de la question directement du réemploi. Et par exemple, j'ai travaillé avec beaucoup d'entreprises qui mettent en œuvre en fait sur les chantiers et qui justement cherchent à développer toute une pratique du réemploi ou du recyclage. Et après, dans la partie plus référence, mais c'est malheureusement des personnes que j'ai pas rencontrées, il y a un travail que je trouve magnifique, qui est celui de Dimitris Spikionis, qui est un architecte et paysagiste grec qui, dans les années 50, a travaillé à la restructuration de l'aménagement paysager autour de l'Acropole à Athènes. Et en fait, il a travaillé sur tout un dallage en marbre et il a utilisé des marbres qui venaient en fait de chantiers avoisinants et notamment du centre-ville d'Athènes, qui était à ce moment-là justement qui subissait une modernisation assez rude. Et il y a tout un tas de villas du 19e siècle qui étaient rasées. Et lui, il allait chercher ces marbres sur ces chantiers. Et en fait, c'est assez drôle parce qu'à l'époque, on l'a accusé de spoliation parce que tout simplement, en fait, les marbres qu'il réemployait avaient eux-mêmes été des réemplois des monuments antiques. Et par ailleurs, les carrières dans lesquelles allaient se servir les modernes du 19e siècle étaient les mêmes que celles des Grecs anciens. Et du coup, il y a tout un parallèle que je trouve très beau dans ce travail-là. Et à la fois une ironie, puisqu'effectivement, au moment où on a demandé à Dimitris Spikionis de réaliser ce travail-là de valorisation du patrimoine antique, on rasait en même temps le centre-ville d'Athènes. Et après, il y a un duo d'architectes
qui est très connu, qui est celui de Wang Shu et Lu Wenyu, et qui a aussi développé tout un langage qui est très particulier, qui leur appartient et que je trouve très beau. Et dans la partie plus référence et moins matériothèque, mais plus bibliothèque, il y a toute la bibliographie qui appartient au domaine du patrimoine. Donc il y a des grands classiques comme Alois Riegel, qui a justement théorisé sur comment est-ce qu'on qualifie et on détermine ce qui est de l'ordre du patrimonial et ce qui n'est pas de l'ordre du patrimonial. Et il a écrit un livre qui s'appelle Le culte moderne des monuments, qui date du début du XXe siècle et qui justement préfigurait en quelque sorte un peu l'espèce de consensus et d'accroissement patrimonial dont les limites étaient sans cesse été repoussées avec le patrimoine industriel, par exemple. Quel conseil donner aux étudiants et aux jeunes architectes diplômés ? Alors, du coup, effectivement, moi, j'ai eu la chance tout au long de mon parcours de collaborer avec des profils extrêmement différents. Pour mon projet de diplôme, par exemple, j'avais travaillé avec une autre étudiante qui était en architecture intérieure. Et je pense qu'effectivement, cette rencontre, elle m'a aussi vachement nourrie après dans ma pratique. Plus tard, j'ai travaillé auprès d'un artiste qui travaille sur les chantiers, qui s'appelle Stéphane Chanclan. Et pareil, du coup, ça a encore été une autre rencontre. Et puis, en venant du design textile, j'ai finalement effectivement fait ma thèse dans une agence d'architecture. Et à chaque fois, même si c'est évidemment des mélanges qui sont pas nécessairement évidents à première vue, à chaque fois, ça, je pense justement, permis d'aller vers des terrains un peu inconnus et de peut-être justement développer des choses un peu différentes. Voilà, mon conseil.